Les murs de plâtre de la maison Ipatiev étouffaient les derniers soupirs de l'Empire. Dans la pénombre de ce sous-sol d'Ekaterinbourg, une ville perdue au milieu des montagnes glaciales de l'Oural, la poussière en suspens observe ce que l'histoire officielle tentera d'effacer à tout jamais. Ce sont ces pierres froides, témoins silencieux de l'irréparable, qui gardent l'empreinte de la nuit tragique de juillet 1918. 11 silhouettes humaines sont poussées sans ménagement en bas d'un escalier de bois qui grince sous le poids de la fatalité. On leur a menti avec une cruauté tranquille. On leur a promis une séance de photographie, une simple formalité bureaucratique, un sauf-conduit face aux émeutes qui déchirent la ville. La barbarie a toujours besoin de confort et de prétexte pour s'exécuter sans résistance. Le tsar Nicolas II avance en premier, portant dans ses bras le tsarévitch Alexei, un adolescent de 13 ans dont le corps est rongé de l'intérieur par une hémophilie qui dévore son sang depuis sa naissance. Derrière lui, la tsarine Alexandra avance avec la lenteur des agonisants, brisée par des semaines de douleurs chroniques. Elle exige une chaise, on lui apporte. Elle s'assoit avec l'orgueil insupportable de ceux qui croient encore que le monde obéit à des règles immuables et que le sang bleu protège des balles de la plèbe. Les 4 grandes duchesses, Olga, Tatiana, Maria et la jeune Anastasia, descendent dans un silence religieux. Leurs vêtements semblent modestes, dépouillés de tout apparat. C'est un leurre. Sous le lin et le coton de leurs corsets sont cousus des millions de roubles en diamants, rubis, émeraudes et perles fines. La fortune cachée d'un empire déchu, dissimulée là comme l'ultime clé d'un avenir qui n'existera jamais. Elles ignorent que ces pierres précieuses vont se transformer dans quelques minutes en une armure dérisoire et terrifiante. Jacob Jourovski entre alors dans la pièce. Le chef du détachement bolchevique a 40 ans, une moustache taillée au rasoir et des yeux fixes qui ne cillent jamais. Cet ancien horloger et photographe est devenu le boucher officiel de la Révolution. D'une voix monocorde, presque étouffée par l'écho de la cave, il lit une sentence de mort expéditive. Nicolas a à peine le temps de se retourner vers les siens, d'esquisser un geste d'incompréhension, qu'une première balle lui fracasse le crâne. Alexandra tente de signer un ultime et désespéré signe de croix. Le plomb lui traverse la tempe gauche avant qu'elle ne lève la main. Ce qui suit n'est qu'une boucherie aveugle. Les gardes tirent avec une telle frénésie que la fumée noire de la poudre remplit la pièce en quelques secondes, occultant les cibles. On tire au jugé, sur le bruit, sur la masse, sur les gémissements. L'odeur de soufre, de sang chaud et de chair brûlée devient rapidement irrespirable dans ces 19 mètres carrés de cauchemar. Quand la fumée finit par se dissiper, le silence qui s'installe est brisé par un spectacle qui pétrifie les bourreaux d'effroi. 3 des filles sont encore debout, chancelantes mais vivantes. Les balles ont ricoché sur les diamants impériaux dans un feu d'artifice d'étincelles surréalistes. Les joyaux de la couronne protègent les dernières princesses de Russie contre la mitraille. Face à ce miracle imprévu, les tueurs basculent dans une rage artisanale. Ils dégainent les baïonnettes. Anastasia, la plus jeune des sœurs, hurle de terreur et se réfugie dans un angle mort de la pièce, se protégeant le visage de ses mains nues contre le mur de briques. Un garde lui enfonce sa lame dans la poitrine, mais l'acier glisse et dérape sur les trésors cachés sous l'étoffe. Un autre soldat prend le relais et frappe son visage à grands coups de crosse de fusil. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au broyage des os. Selon les propres rapports, écrits de Jourovski, Anastasia fut la dernière à cesser de ramper sur le sol maculé. Elle avait 17 ans, et son existence venait de s'éteindre à 2 heures du matin, dans l'indifférence glaciale d'un monde endormi, avant de découvrir l'horreur psychologique et les secrets d'État qui se cachaient derrière ses sourires de façade, et de comprendre comment cette lignée a couru à sa propre perte. Rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces récits maudits. Car l'histoire d'Anastasia ne s'arrête pas dans le sang de cette cave. Au contraire, ce qui va suivre dépasse la fiction. Pendant près d'un siècle, l'humanité va refuser d'accepter la réalité de cette exécution. Des imposteurs vont surgir de l'ombre, des procès d'une longueur phénoménale vont paralyser les tribunaux pendant des décennies, et une femme va jurer devant Dieu et les hommes pendant 60 ans qu'elle est la grande duchesse survivante, parvenant à convaincre des millions de fidèles. Comment une enfant espiègle, joyeuse et profondément irrévérencieuse a-t-elle pu devenir le fantôme le plus célèbre et le plus obsédant du XXe siècle? Comment une dynastie dotée d'un pouvoir absolu, de richesses incalculables et de palais féeriques a-t-elle pu finir massacrée comme de vulgaires criminels de droit commun dans un sous-sol de province? Pour percer ce mystère,
Il est nécessaire de remonter le temps de 17 années, de revenir au jour exact où Anastasia est venue au monde, une naissance qui fut vécue dès la première seconde comme une immense déception politique. Nous sommes le 18 juin 1901 au palais de Peterhof, aux portes de Saint-Pétersbourg. Les canons impériaux tonnent pour saluer l'événement, mais le nombre de salves fige immédiatement l'aristocratie russe. Sans une salve aurait annoncé la naissance d'un héritier mâle, le sauveur du trône. Le canon frappe 301 fois. C'est une fille, la 4e consécutive. Nicolas II, autocrate de toutes les Russies, souverain d'un empire s'étendant de Varsovie à Vladivostok, note ce jour-là dans son journal intime, avec une tiédeur qui confine au mépris, la naissance de sa 4e fille qu'il prénomme Anastasia. Aucune effusion de joie, aucune formule grandiose. Juste le constat amer d'un échec biologique emballé dans de la dentelle. En vertu des lois successorales russes vieilles de 2 siècles, chaque fille qui naît représente une crise dynastique majeure. Le choix de son prénom résonne pourtant comme une ironie dramatique universelle. Anastasia signifie en grec « celle qui ressuscitera », celle qui brise les chaînes. Les parents y croyaient voir un signe d'espoir pour l'avenir, ignorant que ce nom scellerait un mythe centenaire. Pour la tsarine Alexandra, cette naissance est un calvaire intime. Cette princesse allemande d'origine, petite fille de la reine Victoria d'Angleterre, s'est convertie à la foi orthodoxe par amour absolu pour Nicolas, embrassant son rôle d'impératrice avec une dévotion mystique presque maladive. Mais la pression sociale et politique de concevoir un héritier mâle la ronge comme un acide invisible. Dans les couloirs du palais de Saint-Pétersbourg, les rumeurs sont d'une cruauté sans pitié. On murmure que la tsarine est stérile pour les choses sérieuses, qu'elle est incapable de donner un avenir à la couronne et que le tsar devrait la répudier sans tarder. Alexandra entend chaque mot, chaque chuchotement venimeux. Elle se mure alors dans un isolement psychologique total, se réfugiant dans la prière obsessionnelle et la solitude, fuyant une cour qui la déteste. Le soulagement n'arrive qu'en 1904, avec la naissance tardive d'Alexei, le tsarévitch tant attendu. Les cloches de toutes les églises du pays sonnent à toute volée pendant des heures. La délivrance est pourtant de courte durée. Après seulement 6 semaines de bonheur de façade, l'enfant se met à saigner abondamment à la suite d'un choc insignifiant. Le diagnostic des médecins impériaux tombe comme une sentence de mort suspendue. Hémophilie. Le mal des rois, transmis par le sang de la reine Victoria à la moitié des familles régnantes d'Europe. Le moindre hématome peut tuer Alexei, la plus petite coupure peut se transformer en une hémorragie interne fatale. Dès lors, la vie des Romanov devient un secret d'État défendu avec une férocité paranoïaque. Le peuple ne doit jamais se douter que l'héritier de la couronne est un être de verre que le moindre faux pas peut briser. C'est au cœur de cette tragédie feutrée, dans ce palais étouffé par la peur et le mensonge, qu'Anastasia grandit comme un courant d'air incontrôlable. Dès son plus jeune âge, la fillette affiche un tempérament qui fait voler en éclats tous les codes rigides de l'étiquette impériale. Elle est espiègle jusqu'à l'exaspération, désobéissante avec un cynisme désarmant. Sa drôlerie naturelle réussit à faire fondre les gardes cosaques les plus endurcis, des tueurs professionnels qui ont vu le sang couler sur les champs de bataille et qui se retrouvent impuissants face à une enfant de 6 ans qui leur tire la langue derrière une colonne de marbre. Ses précepteurs la décrivent dans des rapports confidentiels comme une élève d'une intelligence vive mais absolument rebelle à toute discipline. Son professeur de français consigne son immense frustration face à cette grande duchesse qui refuse d'apprendre les conjugaisons, mettant avec aplomb que si tout le monde la comprend, la grammaire est une perte de temps inutile. Sa mère la surnomme Schwipsik, la petite diablesse, un sobriquet qu'elle prononce avec un mélange d'orgueil secret et de désespoir maternel. Anastasia escalade les arbres du domaine dans ses somptueuses robes de dentelle blanche, déchire ses bas de soie et revient les cheveux parsemés de feuilles mortes. Pendant les dîners officiels, elle se glisse sous les nappes pour attacher ensemble les lacets des ambassadeurs étrangers. Et elle caricature les invités les plus austères dès qu'ils détournent le regard. Munie d'un petit appareil photo offert par son père, elle capture les derniers instants d'un monde aristocratique condamné à mort. Son rire éclatant, presque scandaleux, résonne sans fin dans les galeries désertes du palais d'Alexandre à Tsarskoïe Selo. Un rire qui défie l'autorité, ignorant que chaque écho joyeux la rapproche un peu plus du silence définitif de la cave d'Ekaterinbourg. Dans ce microcosme étouffant, où chaque révérence est calculée au millimètre près
et où les secrets d'État se murmurent derrière des éventails de soie, Anastasia surgit comme un séisme d'insolence. La cour impériale de Saint-Pétersbourg exige le silence. Elle répond par le rire. Une insubordination permanente que sa propre famille s'empresse de pardonner, fascinée par cette étincelle de vie au milieu d'un mausolée d'or. Les correspondances privées des sœurs Romanov ne mentent pas sur ce chaos salvateur. Tatiana écrit sur des papiers parfumés qu'Anastasia vient encore de saboter l'étiquette. Maria confie dans son journal que ses éclats de rire lui en déchirent le ventre. Même Olga, l'aînée drapée dans sa mélancolie chronique et sa gravité de future souveraine, doit admettre l'évidence. Sans cette gamine indisciplinée, le palais ne serait rien d'autre qu'un monastère de luxe. Une prison dorée pour âme en peine. Les 4 filles de l'autocrate forment un bloc, une entité presque mystique scellée sous un acronyme devenu légendaire. Otema. Olga, Tatiana, Maria, Anastasia. 4 visages pour une seule signature au bas des lettres officielles et des présents de la couronne. Mais la richesse incalculable de leur père ne franchit pas le seuil de leurs appartements privés. Elles dorment 2 par 2. Maria partageant ses nuits avec Anastasia dans une chambre à l'austérité monacale. Pas de matelas de plumes de cygne ici. Nicolas II, nourri d'un rigorisme tout militaire, est convaincu que le confort engourdit l'âme et corrompt le caractère d'un futur dirigeant. Leurs lits sont de simples lits de camp en fer forgé. Chaque matin, le réveil s'accompagne d'un bain à l'eau glacée. Ces adolescentes, héritières potentielles des plus grandes réserves d'or de la planète, mènent une existence de novices cloîtrés. Une hypocrisie flagrante où l'on cultive le dénuement apparent tout en régnant sur des millions de serfs misérables. Mais Anastasia refuse de se laisser enfermer dans ce carcan de piété feinte. Plus petite que ses sœurs, un détail morphologique qui nourrit chez elle une rage sourde et une frustration constante, Anastasia compense sa taille par une acuité visuelle impitoyable. Rien ne lui échappe. Ses yeux bleus, d'un éclat presque électrique, abritent une malice de prédateur social. Elle saisit un fusain et croque les travers de la haute société qui défile à la cour. Ces caricatures sont des jugements de valeur sans appel. Un ministre ventripote et corrompu devient sous son crayon un samovar fumant de suffisance. Un généralissime à la calvitie luisante est rebaptisé la pleine lune par sa plume acérée. Son précepteur, dont les leçons de grammaire l'ennuient à mourir, n'est plus qu'un dictionnaire sur pattes. Face au piano, l'instrument obligatoire de toute princesse accomplie, elle croise les bras. Ses doigts ne lui obéissent pas, affirme-t-elle, et elle refuse catégoriquement de négocier avec ses propres membres. C'est une insoumission de salon, certes, mais elle fissure déjà le vernis d'une autocratie qui se croit éternelle. Ce tempérament de feu se heurte inévitablement à l'autorité de fer de sa mère. La tsarine Alexandra Fedorovna, drapée dans son puritanisme allemand et sa bigoterie orthodoxe exacerbée, gère l'éducation de sa progéniture comme un ordre religieux. Pourtant, Anastasia est la seule à oser lui tenir tête, à regarder cette souveraine inflexible droit dans les yeux. Pendant que ses sœurs mémorisent le catéchisme sous l'œil sévère des popes, la Benjamin s'échappe. On la retrouve sur le pont du yacht impérial, le Standard, en train de partager des blagues douteuses avec les matelots crasseux. Face aux réprimandes, elle déploie une logique implacable qui laisse ses gouvernantes sans voix. Pourquoi passer des heures à broder des fleurs de soie si cela n'apporte que de l'ennui? Dieu peut-il réellement exiger qu'une princesse soit malheureuse pour être sainte? C'est une rébellion silencieuse, une érosion lente mais systématique des dogmes familiaux, une goutte d'eau acide qui attaque la roche impériale. Les étés en Crimée offrent un répit trompeur à cette tension latente. À Livadia, ce palais de marbre blanc planté face aux abysses de la mer Noire, Anastasia se déleste de ses chaînes de cour. Elle nage avec l'agilité d'un prédateur marin, court pieds nus sur les galets brûlants, traque les lézards entre les pierres calcaires sous un soleil de plomb. Elle s'enivre de cette liberté sauvage jusqu'à ce que sa peau prenne une teinte tannée, presque cuivrée. Pour sa mère, c'est un sacrilège absolu. Une princesse de sang royal doit afficher un teint de porcelaine, une blancheur spectrale qui atteste de sa distance avec le peuple qui travaille la terre. Je ressemble à une gitane, lance Anastasia avec un orgueil provocateur. Alexandra fronce les sourcils, s'apprête à sévir, mais le charme de sa fille l'emporte toujours. Anastasia possède ce don rare et dangereux. Elle désarme la colère par sa seule présence. Mais cette liberté estivale n'est qu'un mirage de courte durée. Derrière la façade de ses pitreries et de ses rires en cascade se cache une solitude vertigineuse, un vide affectif que le protocole refuse de combler. Anastasia n'a aucune amie de son âge en dehors de sa fratrie.
Le monde extérieur lui est interdit. Les rares enfants de la haute noblesse, admis à franchir les grilles du palais d'Alexandre, ne sont pas des camarades de jeu, mais des figurants d'une pièce de théâtre rigide. Leurs rencontres sont minutées, surveillées par des adultes obsédés par le qu'en dira-t-on. Pas de complicité, pas de course folle dans les couloirs, sans qu'un regard réprobateur ne vienne figer le mouvement. Anastasia compense cette claustration dorée par une hypertrophie de l'imagination. Elle peuple son univers d'amis invisibles, tient de longues conversations philosophiques avec ses chiens et rédige des récits secrets où elle s'imagine en héroïne de contrées lointaines. Elle ignore encore qu'elle est déjà une captive politique avant même que les bolcheviks ne décident de l'enfermer entre 4 murs de briques. Et puis, il y a l'ombre. Cette tache indélébile qui obscurcit chaque pièce du palais et paralyse les cœurs de la dynastie. L'hémophilie d'Alexei. Chaque crise du tsarévitch transforme la résidence impériale en une clinique d'urgence feutrée où l'on marche sur la pointe des pieds. Alexandra s'enferme avec le condamné, pris jusqu'à l'épuisement, dévoré par une culpabilité viscérale, car elle sait qu'elle a transmis ce poison génétique à son unique héritier mâle. C'est cette détresse psychologique, ce désespoir d'une mère aux abois, qui va ouvrir les portes du sanctuaire impérial à un personnage sinistre. Grigori Efimovitch Raspoutine. Ce moujik, sibérien aux yeux magnétiques et à la barbe broussailleuse pénètre la cour en 1905, précédé d'une réputation de débauche et de sainteté impossible à démêler. Ce qu'il accomplit auprès du lit d'Alexei défie la science de l'époque. Là où les plus grands pontes de la médecine échouent à endiguer les flux de sang, Raspoutine murmure des prières et l'hémorragie cesse. Miracle mystique ou lucidité pragmatique d'un paysan qui interdit simplement l'usage de l'aspirine, cet anticoagulant que les médecins distribuaient alors comme un remède miracle. Le résultat est là, brutal, indiscutable. Le garçon survit grâce à lui. Pour la tsarine, le débat est clos. Raspoutine est la voix de Dieu sur terre, une foi aveugle qui va précipiter la chute de la couronne, entraînant dans l'abîme les enfants, le tsar et un empire de 150 millions d'âmes. Pour la jeune Anastasia, cet homme mystérieux n'est que notre ami, un géant qui sent la terre fraîche et qui soulage la souffrance de son petit frère. Elle ne perçoit pas encore que l'horloge de son monde idyllique a déjà entamé son compte à rebours destructeur. L'année 1913 sonne comme l'apothéose d'un mensonge d'État. La Russie célèbre en grande pompe le tricentenaire de la dynastie Romanov. 3 siècles de règne absolu depuis le couronnement de Michel Ier dans la cathédrale de l'Annonciation. Les célébrations dépassent en démesure tout ce que l'Europe a connu de faste. Les défilés militaires font trembler le pavé des perspectives de Saint-Pétersbourg sous les sabots des chevaux et les bottes des régiments de la garde. Les cathédrales scintillent sous des milliers de cierges de cire d'abeille. Des banquets pharaoniques s'étirent jusqu'à l'aube, tandis que la plèbe s'égosille à crier sa dévotion au petit père des peuples. Anastasia a 12 ans. Installée dans un sac d'or tiré par des étalons blancs, elle salue la foule de son éternel sourire désarmant. Elle est le visage séduisant du régime, la princesse que l'on croit accessible, mais sa spontanéité manque de tourner au drame. Alors que ses sœurs conservent une rigidité de statue de cire, Anastasia se penche excessivement à la portière, fait des signes familiers aux enfants, des faubourgs et manque de basculer sur le pavé en tentant de rattraper un bouquet de fleurs jeté par la foule. Un instant de panique pure pour la sécurité impériale. Les plaques photographiques de cette époque immortalisent un conte de fées qui dissimule un désastre imminent. Les 4 sœurs en blanc, chevelure rousse au vent, entourent un Nicolas II au regard serein et une Alexandra impériale, mais marquée par une mélancolie que la retouche ne peut effacer. Alexei, frêle et exsangue, sourit au milieu de ses bourreaux invisibles. C'est l'image d'une monarchie à son zénith, une imposture historique criminelle. Car derrière le faste des palais, la Russie profonde est une poudrière dont la mèche est déjà consumée. Plus de 80% de la population crève de faim dans des campagnes médiévales pendant que l'aristocratie flambe des fortunes en champagne et en soirées de gala. Dans les usines de Moscou, les ouvriers subissent des journées de 14 heures pour des salaires de misère. Le venin révolutionnaire se répand à une vitesse phénoménale. Depuis son exil suisse, un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, rédige des pamphlets incendiaires qui s'infiltrent dans les universités russes. Les attentats ciblent les gouverneurs, les grèves paralysent l'économie et la police secrète, la redoutable Okhrana multiplie les tortures et les arrestations arbitraires pour endiguer une vague humaine que rien ne pourra plus arrêter. Le trône des Romanov repose sur un volcan de sang
et la jeune Anastasia danse encore sur ces parois de lave, sans se douter que la chute sera sans retour. Nicolas II n'était pas un homme cruel, il était bien pire. Il était tragiquement incompétent, un souverain d'une candeur criminelle, incapable de mesurer l'ouragan qui s'accumulait au-dessus de sa couronne. Élevé dans l'illusion mystique que l'amour du peuple russe pour son tsar était une vérité éternelle et absolue. Inscrite dans les lois divines de la Sainte Russie, il naviguait à vue dans un siècle qui n'attendait plus rien des rois. C'était un homme doux en privé, mais un gouverneur désastreux pour l'histoire. Lorsque ses conseillers les plus lucides, effrayés par la détresse de l'Empire et la misère grondante des campagnes, osaient brandir des avertissements brutaux, l'autocrate préférait fermer les yeux ou signer leur disgrâce immédiate. Le déni était sa seule politique d'État. Et quant à Alexandra, sa tsarine dévorée par l'angoisse et la culpabilité génétique, venait lui murmurer à l'oreille que leur ami Raspoutine avait garanti la protection divine sur leur lignée. Nicolas se détendait, rassuré par des promesses de pacotille. Il est toujours infiniment plus confortable de s'endormir dans l'attente d'un miracle céleste que d'ouvrir les yeux sur une réalité brute qui exige la métamorphose complète de tout ce que vous êtes. Cet aveuglement volontaire allait pourtant se fracasser contre le réel en août 1914. À Sarajevo, les balles d'un nationaliste serbe abattent l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche. Le vieux monde des cours européennes s'effondre en quelques jours. Les alliances secrètes et les traités militaires s'activent mécaniquement comme des pièces de domino alignées par un démon invisible. En quelques semaines, la Russie est aspirée dans le gouffre de la Première Guerre mondiale, entraînant ses millions de paysans vers l'abattoir. Pour les Romanov, ce conflit n'est pas seulement une épreuve géopolitique, c'est le point de non-retour. Pourtant, les premiers jours de la mobilisation générale offrent une illusion d'unité nationale qui va achever de perdre le tsar. Nicolas confond l'hystérie collective du nationalisme avec une loyauté indéfectible à sa propre personne. Des foules immenses s'agenouillent sur la place du Palais d'Hiver, les larmes aux yeux, entonnant à plein poumon l'hymne impérial sous les balcons dorés. Les soldats partent pour le front de l'Est, des fleurs fichées au bout des fusils et de lourdes croix orthodoxes oscillant sur leur poitrine. Même les cellules révolutionnaires les plus enragées, terrifiées par cette fièvre patriotique, se murent dans un mutisme temporaire. Convaincus que cette guerre sera une promenade de santé, courte, glorieuse et purificatrice, Nicolas s'imagine déjà unifiant la Russie sous sa bannière pour les décennies à venir, ignorant que le sang versé allait féconder la révolution. Pendant que l'armée impériale se fait hacher menu par l'artillerie allemande sous les ordres d'un état-major corrompu, la réalité brute de la guerre s'invite dans le quotidien feutré des princesses. Anastasia et ses sœurs troquent leurs robes de bal en mousseline pour le lin blanc et austère des infirmières bénévoles de la Croix-Rouge. Pour Olga et Tatiana, les deux aînées, l'immersion se fait directement dans la chair vive et les fluides corporels. Affectées au bloc opératoire de l'hôpital militaire de Tsarskoye-Selo, elles assistent les chirurgiens lors d'amputations à la chaîne, nettoyant des plaies gangreneuses dont l'odeur de putréfaction défie toute description humaine. Maria et Anastasia, jugées encore trop jeunes pour l'horreur froide des scalpels et des scies à os, reçoivent une autre mission, celle de hanter les salles de convalescence. La Benjamin n'a alors que 13, puis 14 ans. Son rôle est de distraire les survivants de la boucherie, d'apporter un semblant de vie là où la mort a déjà posé ses marques. Elle s'installe au chevet d'hommes brisés, privés de jambes, de bras ou de vue, et déploie une énergie surhumaine pour forcer le destin. Elle leur lit des récits à haute voix, rédige sous leur dictée des lettres destinées à des familles paysannes lointaines, leur distribue du tabac et des morceaux de chocolat comme des talismans contre le désespoir. Sa candeur devient une arme de reconstruction massive. Elle multiplie les tours de cartes malicieux, raconte des plaisanteries audacieuses et se lance dans des imitations féroces des officiers supérieurs les plus pompeux de l'établissement, arrachant des éclats de rire à des soldats sanglés dans des bandages maculés de sang et de pus. Le témoignage d'un fantassin ayant miraculeusement survécu au massacre des tranchées et aux purges bolcheviques éclairera cette période d'un jour singulier. Dans ses mémoires rédigées bien des décennies plus tard, cet homme confiera qu'il avait perdu sa jambe droite dans la boue du front et qu'il n'attendait plus que la fin pour abréger son calvaire. C'est alors que la grande duchesse Anastasia s'est assise sur le bord de son lit de misère. Elle l'a regardé droit dans les yeux, lui a affirmé avec un sourire éclatant qu'il avait la bonne bouille d'un ours affectueux,
et l'a fait rire pour la première fois en 3 mois d'agonie. Une gamine de 14 ans venait de lui rendre le goût de vivre. L'histoire officielle ne retiendra d'Anastasia que l'image d'une victime sacrificielle exécutée dans la pénombre d'une cave, mais elle fut d'abord une héroïne clandestine pour des centaines de blessés, anonymes qui la vénéraient. Les clichés photographiques de cette époque la montrent imperturbable au milieu des lits de douleur, vêtue de sa cornette blanche, souriant avec une spontanéité bouleversante qui tranche avec la raideur habituelle de sa lignée. Sur ces images fixes, le regard des soldats trahit une dévotion que le protocole de la cour n'aurait jamais pu acheter. Pour ces condamnés de la terre, elle n'est pas l'héritière sacrée de l'autocratie. Elle est simplement Anastasia, l'étincelle qui maintient la vie là où tout commande de mourir. Mais cette plongée dans les coulisses du carnage transforme radicalement l'adolescente. La bulle de cristal s'est brisée. Pour la première fois, la Benjamin des Romanov respire l'odeur de la mort, entend les hurlements primitifs d'hommes que l'on mutile sans anesthésie suffisante et voit expirer des jeunes gens de 20 ans qui, la veille encore, lui réclamaient une dernière histoire drôle. C'est une éducation par le sang et les larmes, une leçon de choses qu'aucune gouvernante française n'aurait pu concevoir. Anastasia absorbe ce traumatisme collectif avec une résilience unique, trouvant toujours le moyen de transmuter la détresse en lumière. Dehors, pourtant, l'obscurité gagne du terrain. L'enthousiasme des premiers jours s'effondre sous le poids de défaites militaires catastrophiques. Des millions de paysans russes sont sacrifiés dans des tranchées inondées, faute de munitions pour répliquer et de vivres pour survivre. Le moral du pays est en loques. La faim gronde dans les villes de l'arrière. C'est dans ce climat d'apocalypse imminente, en septembre 1915, que Nicolas II va commettre l'erreur stratégique absolue qui va sceller le destin de sa dynastie. Il décide de prendre personnellement le commandement suprême des armées russes, quittant la capitale pour s'installer au quartier général de la Stavka, à des centaines de kilomètres de là. Il abandonne les rênes du pouvoir politique à sa femme, Alexandra, une souveraine isolée qui, elle-même, délègue la gestion de l'Empire à un seul homme, Raspoutine. Ce qui se joue alors au sommet de l'État est un naufrage administratif sans équivalent dans l'histoire moderne. Le moine sibérien manipule la tsarine et gère l'Empire moribond comme les pièces d'un jeu dont il est le seul à connaître les règles obscures. Les ministres compétents et les fonctionnaires intègres sont limogés en un claquement de doigts, remplacés par des courtisans serviles et des opportunistes corrompus dont la seule qualité est de s'incliner devant le prétendu saint homme. La machine bureaucratique russe, déjà exsangue, s'effondre comme un château de cartes sous les assauts d'un ouragan. Dans les salons de Pétrograd et dans les tavernes des faubourgs, les rumeurs sur la nature des relations entre la tsarine et le staret prennent une tournure obscène, d'une vulgarité féroce. On murmure qu'ils partagent la même couche, que Raspoutine hypnotise le tsar par l'intermédiaire de sa femme, et que cette impératrice d'origine allemande sabote délibérément l'effort de guerre au profit de Berlin. Ces accusations d'espionnage sont de pure calomnie, mais la vérité historique n'a plus aucune importance lorsque la colère d'un peuple affamé a décidé de sacraliser le mensonge pour justifier sa révolte. En décembre 1916, l'aristocratie russe décide d'agir avant que la rue ne submerge le trône. Pour sauver la monarchie d'elle-même, il faut éliminer la tumeur. Le prince Félix Yusupov, l'un des hommes les plus fortunés de l'Empire, marié à la nièce du tsar, organise le complot. Il attire Raspoutine dans son palais de la Moïka à Saint-Pétersbourg sous un prétexte fallacieux. Dans les sous-sols de la demeure, on lui sert des gâteaux et du vin de Crimée généreusement empoisonné au cyanure. Le moine mange, boit, s'amuse et ne manifeste aucun signe de faiblesse. Face à cette résistance surhumaine qui glace le sang des conjurés, Yusupov dégaine son revolver et lui tire une balle en plein thorax. Raspoutine s'écroule, déclaré mort. Mais alors que le prince se penche sur le cadavre, le staret ouvre des yeux injectés de sang, se redresse et se jette sur son agresseur avant de s'enfuir dans la cour enneigée. Les comploteurs le poursuivent dans la nuit glaciale, lui tirent dessus à plusieurs reprises, le rouent de coups à l'aide d'un lourd candélabre en bronze, avant de ligoter son corps dans une lourde bâche et de le jeter dans les eaux gelées de la Neva. Lorsque son cadavre sera repêché 2 jours plus tard sous la banquise, l'autopsie révélera l'indicible. Ses poumons étaient gorgés d'eau. Raspoutine respirait encore lorsqu'il fut précipité dans le fleuve. Cette fin dantesque entre immédiatement dans la mythologie populaire de l'Empire agonisant. Pour les esprits mystiques, cette résistance au poison et aux balles
est la preuve absolue de sa sainteté et d'une protection divine indéfectible. Pour les esprits scientifiques, le cyanure s'était probablement dégradé sous l'effet de la cuisson des pâtisseries. Mais l'histoire ne s'arrête pas à ces détails de laboratoire. Ce que la mort de Raspoutine signifie est un séisme politique majeur. Il s'agit du premier assassinat commandité et exécuté non pas par des cellules anarchistes ou des militants bolcheviques, mais par le cœur même de la haute noblesse russe. C'était le signal indéniable que l'ancien régime était prêt à se dévorer lui-même, à liquider ses propres icônes pour préserver ses privilèges ancestraux avant que le peuple ne s'empare du pouvoir. Alexandra reçoit la nouvelle de cette exécution comme un arrêt de mort personnel, un traumatisme dont elle ne se relèvera jamais. Pour la tsarine, on vient d'assassiner le seul saint capable de maintenir son fils en vie. Pour Anastasia et ses sœurs, c'est la perte brutale de cet ami étrange qui priait à leur chevet. Le deuil au palais est immense, authentique et silencieux. Mais la famille impériale refuse de voir la vérité en face. La disparition du moine n'a apaisé personne. Bien au contraire, elle prouve que les cercles les plus proches de la couronne sont désormais prêts à tuer pour débarrasser la Russie des Romanov. Si la haute noblesse emploie déjà le poison et les armes à feu, de quelle violence le peuple fera-t-il preuve lorsqu'il sortira enfin de sa torpeur? La réponse sanglante allait leur être opposée en moins de 3 mois. Pour mesurer l'ampleur de la tragédie qui s'annonce, il convient de comprendre l'isolement pathologique dans lequel Anastasia a été maintenue depuis sa naissance. Fille de l'homme qui règne en maître absolu sur un 6e du globe, son univers réel se résume pourtant à un périmètre microscopique. Elle ne fréquente aucune école publique, ne possède aucune amie de son âge, en dehors du cercle familial, et n'a jamais franchi les limites fortifiées des résidences impériales et des yachts de la couronne. À 15 ans, Anastasia Romanov n'a jamais mis les pieds seule dans une boutique pour acheter la moindre babiole, n'a jamais déambulé dans une rue sans une escorte de cosaques armés jusqu'aux dents et n'a jamais tenu la moindre conversation spontanée avec un adolescent qui ne soit pas un aristocrate trié sur le volet, un domestique soumis ou un soldat en uniforme. Cette existence en vase clos de haute sécurité préserve pourtant des fragments d'une félicité intense, des parenthèses enchantées qui rendent la suite plus cruelle encore. Les étés passés à Livadia, la résidence impériale de Crimée, demeurent des paroxysmes de liberté surveillés. Ce palais de marbre blanc, suspendu au-dessus des eaux sombres de la mer Noire, ressemble à un rêve méditerranéen transplanté de toutes pièces sur les côtes sauvages du sud de la Russie. Là-bas, loin de la paranoïa de Saint-Pétersbourg, Anastasia vit au rythme des éléments. Elle nage pendant des heures dans les vagues, dispute des parties de tennis acharnées avec ses sœurs et monte à cheval sur des sentiers escarpés qui exhalent des parfums de pins sylvestres et de lavande. Sauvage. Munie d'un petit appareil photo Kodak Brownie, un présent de son père, elle fige ses instants de grâce éphémères. Les négatifs rescapés de l'histoire la montrent grimaçant face à l'objectif, tirant la langue ou adoptant des postures grotesques qu'aucune autre princesse régnante d'Europe n'aurait osé afficher. Elle est, sans la moindre exagération, l'une des premières adolescentes de la royauté à concevoir l'ancêtre du selfie, des décennies avant que le mot n'entre dans le dictionnaire moderne. C'est aussi le temps des premiers émois amoureux, secrets et platoniques. Durant les croisières d'été sur les eaux de la Baltique, les grandes duchesses échangent des regards timides et des sourires complices avec les jeunes officiers affectés au yacht impérial. Des amours de vacances protégés par l'étiquette, de brefs instants d'insouciance adolescents suspendus au-dessus d'un gouffre de sang qui s'apprête à engloutir leur carrosse d'or. Tout était en place pour que la tragédie s'accomplisse, et le témoin silencieux de cette opulence condamnée, l'objectif de ce petit Kodak Brownie, continuerait de capturer des sourires dont la pellicule photographique savait déjà qu'ils seraient les derniers. Ces adolescents, dont la seule faute fut de naître sous les ors d'une autocratie aveugle, s'apprêtaient à payer le prix fort pour les péchés de leurs ancêtres, laissant derrière eux le mystère le plus obsédant du siècle qui s'ouvrait. Un siècle de fer qui n'aurait aucune pitié pour les enfants des tsars. En gravant ces derniers éclats de rire dans la lumière de Crimée, Anastasia laissait au monde l'image d'une jeunesse immortelle que même les baïonnettes d'Ekaterinbourg ne parviendraient jamais tout à effacer de la mémoire des hommes. Un fantôme de papier qui continue de hanter nos esprits, nous rappelant que le pouvoir le plus absolu n'est jamais qu'un bail précaire signé avec le néant, dont le loyer se paie toujours en larmes, en sang. Les pages de cuir fauve des journaux intimes des grandes duchesses
cachait un secret bien loin de la piété orthodoxe que la cour affichait avec hypocrisie. Entre deux prières obligatoires, Olga, Tatiana et Maria y consignaient leurs obsessions adolescentes. Des noms d'officiers et de marins impériaux, de jeunes hommes au torse galbé par l'uniforme, étaient soulignés 3 fois à l'encre rouge sang. Des petits morceaux de papier circulaient sous les draps rêches de leur lit de camp, évaluant la cambrure d'un regard ou la virilité d'un garde impérial. Une agitation hormonale étouffée par les murs du palais. Anastasia, trop jeune pour ce jeu de séduction mais trop lucide pour s'en désintéresser, observait tout depuis son coin d'ombre. Ses yeux brillaient d'une curiosité féroce, celle d'une enfant découvrant que la vie possédait des dimensions charnelles que ses précepteurs s'escrimaient à effacer des manuels scolaires. L'innocence artificielle de la dynastie montrait déjà ses premières failles. La bulle de cristal impériale se fissurait par sa tête pensante. La tsarine Alexandra Fedorovna vivait dans un état de décomposition psychologique avancé, déguisée en martyr chrétien. Ses migraines chroniques, sa sciatique paralysante et ses troubles cardiaques erratiques cachaient une vérité bien plus inavouable. Était-ce une douleur réelle ou le fardeau psychosomatique d'une femme écrasée par la culpabilité? Nul ne le savait, mais la réponse tenait dans un flacon de verre ambré. La souveraine de toutes les Russies passait ses journées prostrée dans un fauteuil roulant, le cerveau noyé sous de lourdes doses de Véronal. Ce barbiturique surpuissant la maintenait dans une léthargie cotonneuse, un coma social qui l'isolait du grondement des faubourgs. Sa foi religieuse avait basculé dans le délire clinique. Elle ne gouvernait plus, elle vénérait des icônes prétendument suintantes d'huile sainte et se nourrissait de prophéties apocalyptiques crachées par des charlatans. L'incompétence sacralisée. Pour ne pas affronter la marche implacable du siècle, elle s'accrochait au surnaturel. Une lâche abdication de l'esprit. Pendant ce temps, son époux, l'autocrate Nicolas II, s'enfermait dans une routine maniaque, comparable au tic nerveux d'un condamné à mort. Les dépêches du front s'accumulaient sur son bureau d'acajou, apportant chaque jour le décompte macabre de dizaines de milliers de soldats russes sacrifiés pour rien. Sa réaction ? De longues promenades solitaires dans les jardins enneigés pour fuir ses responsabilités. Les notes de son journal intime glacent le sang par leur futilité criminelle. Le jour où l'histoire bascule, il écrit textuellement que le temps était agréable, qu'il a marché dans le parc, tué des corbeaux et pris le thé à 17 heures. L'empire brûlait et le souverain recensait la température extérieure et le nombre de volatiles abattus, comme s'il s'agissait du salut de la couronne. Une insensibilité pathologique, un vide intellectuel abyssal payé au prix fort par son peuple. Les lettres qu'Anastasia envoyait à ce père absent au cours de ces mois de déchéance dessinent le portrait d'une adolescente prise au piège entre deux mondes irréconciliables. D'un côté, une enfance qui refusait de mourir, de l'autre, la violence brute d'une réalité qui défonçait déjà les grilles du domaine. Ses courriers étaient truffés de fautes d'orthographe naïves et de dessins maladroits dans les marges. « Mon cher papa », écrivait-elle d'une écriture tremblée, « tu nous manques tellement ici, maman pleure beaucoup, baby va mieux aujourd'hui. » Baby, c'était le surnom dérisoire d'Alexei, comme si le fait de le nommer ainsi pouvait stopper l'hémorragie qui menaçait sa vie à chaque seconde. « J'ai essayé d'être sage, mais je n'y arrive pas tout à fait. Ton Anastasia qui t'aime. » La lecture de ces lignes arrache le cœur lorsque l'on connaît la suite du script. Ce père à qui elle dessinait des fleurs allait être criblé de balles sous ses yeux. Cette mère larmoyante finirait massacrée au milieu d'une phrase. Et ce petit baby de 13 ans expirerait sous les coups de baïonnette des bolcheviks. Ils écrivaient leur propre épitaphe sans le savoir. En février 1917, la cocotte minute explose enfin. Ce ne sont pas les théoriciens marxistes qui allument la mèche, mais la faim. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, les ouvrières des usines textiles de Pétrograd descendent en masse dans la rue. Elles réclament du pain pour leurs enfants qui crèvent dans des appartements insalubres. La colère est contagieuse. Les métallurgistes aux mains cailleuses les rejoignent, suivis par les traminots et les étudiants des universités. Le point de non-retour est atteint lorsque les soldats du régiment Volinsky, payés pour réprimer la révolte, refusent d'ouvrir le feu sur leur propre mère. Ils retournent leurs armes contre leurs officiers. En l'espace de 5 jours, 3 siècles d'autocratie Romanov s'effondrent comme une vulgaire structure de bois pourri. Mais l'histoire possède un sens de l'ironie macabre. Au moment exact où le trône vacille à Pétrograd, une tragédie biologique frappe le palais de Tsarskoye Selo. Anastasia et ses sœurs contractent la rougeole, une contagion en cascade. Les unes après les autres,
Les grandes duchesses s'effondrent sur leur lit de camp, terrassées par des fièvres délirantes et le visage défiguré par des plaques purulentes. Leurs longs cheveux châtains tombent par poignées entières sur les oreillers. Leurs paupières gonflées les empêchent de supporter la moindre lueur. C'est un tableau gothique saisissant. Pendant que la rue balaye leur dynastie, les héritières du tsar agonisent de fièvre dans l'obscurité, incapables de tourner la tête vers la fenêtre pour voir les drapeaux rouges flotter sur leur avenir. Son empire meurt et ses princesses perdent leurs cheveux. Au dehors, la déchéance s'accélère. Les troupes de la garnison se mutinent l'une après l'autre dans un élan de survie. Les Cosaques, ces cavaliers de légende habitués à sabrer la foule, croisent les bras devant les manifestantes. Le palais d'hiver est pris d'assaut par une masse humaine enragée qui arrache les portraits officiels des tsars pour les piétiner dans la boue et la neige sale de mars. Les ministres se cachent dans les égouts ou finissent derrière les barreaux. Les aigles bicéphales, les armoiries impériales, les couronnes dorées qui affichaient la superbe du régime sur chaque bâtiment public sont arrachés à main nue par des ouvriers ivres de vengeance, qui hurlent le mot liberté sans en comprendre le coup. À Tsarskoye Selo, la paranoïa s'installe. Les gardes du palais s'évaporent au fil des nuits. Ils abandonnent leur poste de sentinelle sans un mot, désertant un navire qui coule. Le peu de soldats restants baissent les yeux lorsqu'ils croisent les domestiques près des chambres où les princesses délirent encore. Le grand rouage impérial s'est grippé. Plus aucun ordre ne circule, plus aucune certitude ne tient. Le monde flotte dans un néant glacé, suspendu au verdict des nouveaux maîtres de la rue. La comtesse Anastasia Hendrikova, l'une des rares dames de compagnie à ne pas avoir fui, notera dans ses carnets secrets que ce silence de plomb était infiniment plus terrifiant que le bruit lointain des canons. C'était le silence d'un monde déjà mort qui refusait de s'enterrer. Le 15 mars 1917, le verdict tombe. Nicolas II abdique. L'acte de décès de la Sainte Russie est signé dans le cadre sordide d'un wagon de train immobilisé en gare de Pskov, sous le regard méprisant de généraux félons et de politiciens pressés d'en finir. Le tsar signe sa déchéance avec la même indifférence bureaucratique qu'il aurait mise pour valider un décret agricole. Pas un cri, pas une larme. Un soulagement lâche s'affiche même sur son visage. Il se débarrasse enfin de la charge d'un peuple qu'il n'a jamais compris. Seul dans la pénombre du wagon, face à la nuit russe, il écrit cette phrase qui résume son impuissance. « Autour de moi, il n'y a que trahison, lâcheté et tromperie. Pour la première fois de sa vie, l'homme voit le monde sans phare. Il est trop tard. » La nouvelle frappe le palais comme un coup de poignard feutré. Alexandra, au chevet de ses filles tondues et fiévreuses, encaisse le choc avec une impassibilité mystique qui frise la démence. Aucun sanglot. Elle fixe le vide pendant de longues minutes, le cerveau bloqué par l'inconcevable. Puis, ses lèvres lâchent cette sentence définitive. Si c'est la volonté de Dieu, nous l'acceptons. L'abandon total d'une femme qui préfère s'en remettre au destin, plutôt que de se battre. Avant de découvrir l'horreur psychologique et les secrets d'État qui se cachaient derrière ses sourires de façade, et de comprendre comment cette lignée a couru à sa propre perte, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces récits maudits. Le gouvernement provisoire d'Alexandre Kerensky décide de maintenir la famille à Tsarskoye Selo. Mais le statut a changé. Ils ne sont plus des souverains en exil, ce sont des détenus. Du jour au lendemain, l'étiquette s'inverse comme un gant ensanglanté. Les soldats qui se figeaient autrefois dans un garde-à-vous impeccable crachent désormais au passage des grandes duchesses. Les jardins où Anastasia aimait courir libre se convertissent en un enclos entouré de fils de fer barbelés. Les domestiques s'enfuient les uns après les autres, terrifiés à l'idée d'être associés à la peste Romanov. Seuls restent les fous et les héros de la loyauté. Anastasia a 15 ans et son univers vient de basculer dans le caniveau. Plus de titres, plus de palais, plus d'avenir. Pourtant, la jeune fille refuse de plier le genou. Les témoignages des survivants de cette captivité précoce s'accordent sur un point. Anastasia est le pilier psychologique du clan. Elle tourne les gardes en dérision, organise des pièces de théâtre improvisées dans les salons transformés en cellules et imite les harangues des révolutionnaires avec une verve comique qui aurait fait décrocher un sourire à Lénine lui-même. Elle maintient en vie une famille en train de sombrer dans la dépression. Pierre Gilliard, le précepteur suisse qui a choisi de partager leur calvaire, écrira dans ses mémoires. Anastasia avait ce don unique de débusquer le ridicule dans l'horreur la plus absolue. Son rire était une armure contre le réel. Parfois, je me demandais si elle riait pour masquer ses larmes, ou si son esprit refusait tout simplement de mesurer la gravité du gouffre qui s'ouvrait sous nos pieds.
un doute que l'histoire n'a jamais levé. Une anecdote survenue au cours de ses premiers mois d'enfermement éclaire d'ailleurs d'une lumière crue la véritable nature de cet enfant indomptable. Un matin de fer et de grisaille, la violence fit irruption sous les fenêtres closes du palais de Tsarskoye Selo. Un détachement de soldats révolutionnaires, ivres de cette liberté brute et neuve, qui ressemble si souvent à la barbarie, envahit les jardins impériaux. Les parterres de fleurs, autrefois soignés par des armées de jardiniers, furent piétinés sans vergogne. Puis, ce fut le tour du marbre. Armés de barres de fer et des crosses lourdes de leurs fusils de guerre, ces hommes se mirent à fracasser les statues classiques qui jalonnaient les sentiers. Les visages des nymphes volèrent en éclats, les membres des dieux antiques s'effondrèrent dans la boue. Derrière les vitres épaisses du palais, 4 pères dieux observaient ce massacre culturel avec un effroi indicible. Olga laissait couler ses larmes en silence, brisée par la fin de son monde. Tatiana contractait ses poings jusqu'à s'en faire blanchir les articulations, étouffant une colère royale mais impuissante. Maria murmurait des prières compulsives, invoquant un ciel désert. Anastasia, fidèle à sa nature insaisissable, fixa la scène un long moment. Alors que le fracas des crosses résonnait encore, elle tourna le dos à la fenêtre et lâcha d'une voix cristalline qu'au moins, la statue du faune ne lui manquerait pas, tant ce personnage avait l'air éternellement constipé. Un rire absurde et nerveux fusa parmi les sœurs. Une plaisanterie triviale, presque déplacée au milieu de l'apocalypse, mais qui suffit à déchirer le linceul de leur captivité. Pendant quelques secondes éphémères, le gouvernement révolutionnaire n'existait plus. Elles n'étaient plus des otages politiques en sursis, mais simplement 4 sœurs partageant un secret ridicule. Un miracle de dérision pure. Mais comment en était-on arrivé là? Comment un destin si haut peut-il s'effondrer si bas? Comment peut-on trahir ceux qui incarnaient la sacralité même d'une nation? Condamner une famille entière pour les erreurs d'un seul homme relève d'une mécanique implacable, mais décider qu'une enfant dont le seul crime est de savoir rire doit être effacée de la surface de la promise en terre est une monstruosité que l'histoire s'apprêtait à valider. L'été 1917 s'étira comme une lente agonie psychologique, suspendue entre les promesses d'un exil et l'angoisse d'un peloton d'exécution. Alexandre Kerensky, soucieux d'éloigner cette patate chaude dynastique, négociait en coulisses le transfert de la famille vers l'Angleterre. Le roi George V était le cousin germain de Nicolas II. Leur ressemblance physique était si frappante qu'on les confondait souvent lors des réunions de famille. Les plans étaient mûrs. Un navire de la Royal Navy était prêt à fendre les eaux de la Baltique pour arracher les Romanov à la vengeance rouge. C'est alors que survint l'infamie. En secret, loin des regards des parlements, le roi George V retira purement et simplement son offre d'asile. Le monarque britannique capitula devant la peur d'une contagion socialiste dans ses propres faubourgs, redoutant que la présence du tyran russe ne déstabilise son propre trône. Une traîtrise feutrée, bureaucratique et définitive. La solidarité du sang royal s'effaça devant le calcul politique de survie. Des décennies plus tard, Buckingham Palace tentera d'effacer cette souillure de ses archives officielles en rejetant la faute sur le gouvernement de Lloyd George. Mais les télégrammes chiffrés ne mentent pas. George V savait qu'en signant ce refus, il condamnait ses cousins à mort. Il choisit de tourner la page. L'échappatoire britannique venait de se refermer à double tour dans un silence de cathédrale. En août 1917, le verdict logistique tomba comme un coup près. Le gouvernement provisoire ordonna le transfert de la famille vers Tobolsk, une bourgade perdue dans l'immensité de la Sibérie occidentale, figée dans une torpeur digne du XVIIe siècle. Le voyage fut un calvaire de discrétion forcée. Des jours entiers enfermés dans les compartiments d'un train dont les rideaux restaient hermétiquement baissés, interdisant au peuple de voir le visage de son ancien maître. Puis ce fut une lente procession fluviale, à bord d'un vapeur sur les eaux sombres de l'Irtych, sous un ciel si vaste qu'il semblait écraser les dernières illusions des prisonniers. Anastasia n'avait pour toute fortune que ses photographies de Crimée, son petit appareil Kodak et Jimmy, son King Charles Spaniel aux yeux ronds et tristes. À leur arrivée, la réalité sibérienne les frappa de plein fouet. On les installa dans l'ancienne demeure du gouverneur. Un bâtiment vaste mais sinistre, dépourvu de tout confort moderne, sans chauffage central pour affronter l'hiver qui approchait et sans eau chaude. L'aristocratie découvrait le froid qui mord la chair des roturiers. Pourtant, ces mois passés à Tobolsk ressemblèrent étrangement à l'œil d'un cyclone. Une paix artificielle s'installa, portée par une résilience qui stupéfiait les geôliers eux-mêmes. Privé de sa couronne, Nicolas II découvrit la dignité du travail manuel.
Chaque matin, l'ancien autocrate coupait du bois de chauffage dans la cour pour empêcher sa famille de geler. Alexandra, les yeux fatigués par les barbituriques, brodait des icônes de fils d'or, épuisant ses dernières réserves de luxe. Les sœurs s'improvisèrent enseignantes pour le petit Alexei, dont la santé restait un miracle quotidien. Anastasia, quant à elle, devint la directrice artistique de cette prison. Elle rédigeait des pièces de théâtre satiriques, des comédies légères qu'elle jouait avec ses sœurs devant un public de domestiques fidèles et de gardes interdits. Sa verve comique restait intacte. Les soirées se consumaient dans la lecture à haute voix et les prières collectives. Une existence monacale, presque douce, si l'on oubliait les baïonnettes qui brillaient derrière chaque palissade. C'est dans cet isolement sibérien qu'Anastasia célébra ses 16 ans, le dernier anniversaire d'une vie fauchée en plein vol. Pas de bal de la cour, pas de diadème de diamants, pas de délégation étrangère s'inclinant devant sa jeunesse. Ses sœurs lui offrirent des cartes dessinées sur du papier de récupération. Son père lui récita un poème recopié de mémoire. Sa mère déposa entre ses mains une icône bénie, un anniversaire indigent, confiné mais transfiguré par le sourire de l'adolescente. Nicolas nota ce soir-là dans ses carnets sa profonde perplexité face à cette gamine qui souriait au milieu des ruines de son empire, se demandant d'où elle puisait une telle force d'âme. Il y a une tristesse infinie dans le regard de ce père déchu qui ne comprend pas la joie de sa fille et une beauté absolue dans cet enfant qui refuse de laisser le malheur dicter sa conduite. Mais en octobre 1917, le vent de l'histoire tourna au cyclone. Lénine et ses bolcheviks s'emparèrent du pouvoir à Pétrograd par un coup d'État d'une précision chirurgicale. Le gouvernement provisoire fut balayé dans les poubelles de l'histoire. Pour le nouveau régime soviétique, les Romanov n'étaient plus des êtres humains à surveiller, mais des symboles idéologiques à abattre. Des parasites de classe dont il fallait purger la mémoire. Le traitement des prisonniers se durcit instantanément. Les gardes devinrent grossiers, les lettres furent lacérées par la censure rouge, et les sorties dans la cour se réduisirent à une demi-heure de marche forcée par jour. La nourriture devint une infâme bouillie de subsistance. Une ombre froide, celle de l'échafaud, planait désormais sur la demeure de Tobolsk. En avril 1918, l'ordre tomba de transférer la famille vers Ekaterinbourg, une cité industrielle des Ourals transformée en bastion bolchevique. Un nid d'ouvriers radicalisés qui réclamaient le sang du tsar depuis des années. Ce déplacement officiel cachait en réalité une condamnation à mort logistique. Mais le corps d'Alexei décida d'interrompre le calendrier de la révolution. Une nouvelle crise d'hémophilie cloua l'enfant au lit, sa jambe enflée au double de sa taille normale, provoquant des souffrances indicibles. Une décision déchirante s'imposa. Nicolas, Alexandra et Maria partirent en éclaireur, laissant Olga, Tatiana et Anastasia au chevet du blessé. Pour la première fois de leur existence, le bloc des Romanov se brisait. La tsarine quitta ses filles dans un flot de larmes, pressentant l'irrémédiable. Nicolas serra Anastasia dans ses bras et lui murmura à l'oreille quelques mots si faibles que personne, pas même les geôliers, ne put les intercepter. Un secret de père emporté dans la tombe. Une fois l'enfant transportable, les sœurs survivantes reprirent la route de l'échafaud. En mai 1918, Anastasia franchit le seuil de la maison Ipatiev. Elle avait 16 ans et demi. Ses jours étaient désormais comptés. La maison Ipatiev n'était pas une résidence, c'était un piège d'ingénierie sociale. Réquisitionnée par le soviet local, elle portait le matricule officiel de maison à destination spéciale. Tout y avait été pensé pour détruire psychologiquement les captifs. Les vitres des fenêtres étaient passées au blanc d'Espagne, interdisant aux princesses de contempler le moindre morceau de ciel ou de croiser le regard d'un passant. Une double palissade en bois de plus de 3 mètres de haut encerclait la bâtisse, transformant la cour en un puits de claustration totale. Les geôliers étaient d'anciens métallurgistes des usines de la région, des hommes dont la haine pour l'ancien régime avait été forgée par des décennies d'exploitation. L'humiliation devint une routine quotidienne. Sur les murs de la seule salle de bain, les gardes dessinaient au fusain des caricatures à l'obscénité révoltante, représentant la tsarine et le moine Raspoutine dans des postures pornographiques, grotesques que les jeunes filles devaient contempler à chaque toilette. Leurs rares bijoux et effets personnels étaient pillés sous leurs yeux. Interdiction absolue de verrouiller la porte de leur chambre, soumettant leur intimité la plus stricte aux incursions nocturnes de soldats ivres. Un garde en particulier passait des heures immobiles à fixer le corps des adolescentes, d'un regard dont la concupiscence n'avait pas besoin de mots pour terrifier ses proies. Pourtant,
Au milieu de cet enfer de chaux blanches et de graffitis obscènes, Anastasia refusa d'éteindre sa lumière intérieure. Elle défiait la détresse par le jeu. On la voyait taper le carton avec les sentinelles les moins endoctrinés, brisant la barrière de classe par son culot naturel. Elle apprit les rudiments de la langue russe à un jeune conscrit hongrois égaré dans la Révolution, un soldat que la douceur de la princesse finit par ébranler au point qu'il caressa secrètement le projet fou de planifier leur évasion. Elle faisait exécuter des cabrioles ridicules à son petit chien Jimmy, arrachant de rares sourires à ce huis clos de condamnés. Un commissaire bolchevique, envoyé pour inspecter la sécurité du site, consigna dans son rapport officiel sa stupeur face à la Benjamin des Romanov. Cette fille, écrivait-il, semblait immunisée contre la terreur ambiante, affichant une vitalité et une force psychologique qui insultait la résignation morbide du reste de sa famille. Une insolence de la vie face à la mort qui s'avançait. Il existe d'ailleurs un épisode précis, authentifié par plusieurs dépositions des témoins de l'époque, qui mérite d'être arraché à l'oubli tant il illustre le basculement final de son destin vers la légende. En juin 1918, alors que les rouages de la machine révolutionnaire s'apprêtaient à broyer définitivement les derniers vestiges de l'Empire, un événement d'une délicatesse déchirante se joua entre les murs étouffants de la maison Ipatiev. Anastasia, animée par cette insolence joyeuse que même la claustration n'avait pu éteindre, parvint à fléchir la rigueur d'un gardien dont l'endoctrinement n'avait pas encore totalement oblitéré l'humanité. Elle obtint le droit éphémère de s'installer sur l'allège d'une fenêtre scellée, là où la chaux blanche, grossièrement étalée pour aveugler les prisonniers, s'était partiellement écaillée sous l'effet de l'humidité. Par cette infime déchirure dans la censure bolchevique, un canal de lumière brute reliait la jeune fille au monde des vivants. Elle y découvrit un morceau du ciel d'été d'Ekaterinbourg, un azur limpide et violent, superbement indifférent aux tragédies humaines. Le gardien, qui déposa des années plus tard devant une commission d'enquête, rapporta que la grande-duchesse demeure immobile, le regard suspendu à ce trou d'aiguille céleste, pendant plus de 20 minutes, murée dans un silence religieux. Lorsqu'elle se laissa glisser au sol, ses grands yeux bleus étaient noyés de larmes que la fierté impériale s'efforçait de dissimuler. Le soldat lui demanda si elle souffrait. Anastasia esquissa ce sourire qui avait jadis fait fondre les Cosaques et murmura une phrase qui résonne comme un aveu de déchéance absolue. Le bleu me manquait. Une adolescente de 17 ans, héritière spirituelle du plus vaste empire de la Terre, réduite à mendier quelques parcelles d'azur à travers les débris d'une peinture de chaux bon marché. L'histoire sait faire preuve d'une mesquinerie sadique. Au milieu de ce naufrage psychologique collectif, une figure de marbre incarnait la dignité face à l'échafaud. Le docteur Evgeny Botkin, médecin personnel du tsar, refusait de capituler devant la paranoïa ambiante. Il savait pertinemment que son nom figurait en lettres de sang sur la liste des cibles du soviet local, et que sa fidélité obstinée à la famille déchue valait arrêt de mort. Pourtant, il resta. Durant ces journées d'attente, il rédigea une ultime missive adressée au monde extérieur, une bouteille à la mer qui ne quitterait jamais l'enceinte de la maison de destination spéciale. Ces mots, couchés sur le papier d'une écriture régulière et apaisée, trahissent une lucidité qui glace le sang. Il y confessait sa propre surprise face à la tranquillité surnaturelle qui l'habitait, porté par la conviction intime que nul ne peut décharger son semblable de sa propre souffrance, et que chaque âme doit boire son calice jusqu'à la lie. Sa conscience était pure. Il avait fait son devoir, soigner les enfants du tsar comme ceux des moudjiks, jusqu'au bout du chemin. La lettre fut retrouvée intacte parmi les décombres de la maison, après le carnage. C'était le testament d'un juste qui choisit le peloton d'exécution par pure déontologie morale, alors qu'il lui aurait suffi d'un pas de côté, d'une lâche désertion administrative, pour sauver sa propre existence. La grandeur des serviteurs dépassait désormais infiniment celle de leurs anciens maîtres. Les dernières semaines de la dynastie s'étirèrent dans la moiteur d'un cauchemar géométrique et cyclique. Chaque matin n'était que le calque obscène de la veille. Le réveil sonnait trop tôt dans des pièces surchauffées où l'air vicié empestait la sueur, la maladie et la peur latente. Suivaient 30 minutes de prière mécanique devant des icônes dépouillées de leurs ornements d'or. Puis un déjeuner misérable composé des restes concédés par la garnison ouvrière. À l'heure dite, la famille était jetée dans la petite cour intérieure pour 30 minutes exactes d'une marche circulaire, sous l'œil porcin de sentinelles qui comptaient les secondes sur leur chronomètre comme s'ils surveillaient des fauves en cage.
Le reste du temps se consumait dans une oisiveté forcée. Des lectures pieuses faites d'une voix monocorde, des travaux de broderie sans fil de valeur, des parties de cartes dont personne ne prenait, plus la peine de noter les points. Le soir venu, on leur servait un bouillon insipide, accompagné d'un morceau de pain noir rassis, avant de les renvoyer au lit après une ultime prière collective. Le lendemain, la même horloge infernale reprenait sa course, identique, interminable, destructrice pour les nerfs les plus solides. Face à cette lente agonie psychologique, Nicolas II affichait une sérénité qui relevait soit d'un héroïsme stoïque, soit d'une déconnexion pathologique totale. Il continuait de noircir les pages de son journal intime avec la même régularité laconique, consignant la météo ou la qualité d'un thé, alors que le sol se dérobait sous les pieds de ses enfants. Les après-midi, il s'asseyait au milieu du salon et lisait des romans de chevalerie à haute voix pour son épouse et ses filles, singeant la normalité de leurs anciennes soirées aristocratiques dans la bibliothèque de Tsarskoye-Selo. Il feignait de croire, ou croyait réellement, que le bon sens finirait par triompher et qu'une issue honorable leur serait offerte par la Providence internationale. Un aveuglement volontaire qui confinait à la démence. La tsarine Alexandra, quant à elle, s'était entièrement liquéfiée dans un mysticisme religieux délirant. Ses correspondances clandestines, adressées aux rares amis n'ayant pas encore brûlé leurs souvenirs par peur des purges, n'étaient plus qu'une litanie de versets et d'élans fanatiques. « Le Seigneur ne nous abandonnera pas », répétait-elle à l'envi, convaincue que leur calvaire terrestre répondait à un dessein cosmique dont l'explication divine leur serait révélée dans l'au-delà. Des mots de naufragés, agrippés à la béquille de la foi, parce que toutes les réalités concrètes de son empire s'étaient évaporées dans la fumée de la révolution rutilante. Le poison du désespoir agissait différemment sur les 4 grandes duchesses. Olga, l'aînée, celle qui possédait l'esprit le plus affûté et le plus mélancolique, s'était murée dans une léthargie catatonique. Elle ne parlait plus, touchait à peine à sa ration de nourriture, le regard fixe, perdu dans la contemplation de sa propre faim. Elle avait compris, bien avant les autres, qu'aucun train britannique ne viendrait les sauver, que la maison Ipatiev était leur tombeau définitif. Tatiana, à l'inverse, s'était transformée en adjudant de cellule. Forte d'une discipline de fer qui impressionnait jusqu'au brut de la garde rouge, elle maintenait la structure familiale à bout de bras. C'était elle qui exigeait que chacun se lève à l'heure réglementaire, elle qui administrait les gouttes de poison médical au petit Alexei, elle qui frottait le linge élimé pour préserver une dignité de façade. Maria, la douce rêveuse au cœur d'or, survivait en distribuant des sourires naïfs à ses geôliers, parvenant à humaniser momentanément des hommes payés pour la liquider comme un parasite social. Et au milieu de ce désastre, Anastasia demeurait le clown tragique de la famille. Elle lançait des plaisanteries que personne ne sollicitait, imitait les tics des comices politiques avec une férocité comique absolue et traquait le ridicule dans chaque recoin de leur déchéance. Elle utilisait l'absurde comme un bunker psychologique, un abri fortifié où la terreur de la réalité ne pouvait l'atteindre. Mais pour ceux qui la connaissaient depuis l'enfance, la supercherie devenait flagrante. Ses blagues étaient plus fréquentes, mais cruellement forcées. Son rire, autrefois si frais, avait pris une tonalité aiguë, presque hystérique, et une ombre inconnue, une gravité de vieille femme, s'était installée au fond de ses pupilles bleues. Anastasia riait pour ne pas hurler. Elle épuisait ses dernières cartouches d'humour pour combler le silence de la pièce, car elle savait intuitivement que si elle s'arrêtait de rire, ne serait-ce qu'une seconde, le vide qui s'engouffrerait dans le salon serait d'une violence insoutenable. Qui d'entre nous n'a jamais utilisé le rire ou le travail frénétique comme un bouclier dérisoire face à une vérité trop lourde à porter? La seule différence, c'est que pour la jeune Anastasia, cette vérité ultime allait bientôt prendre la forme froide et tranchante d'une baïonnette bolchevique. Pendant que les captifs s'étiolaient dans leur prison de chaux, la Russie extérieure se consumait dans les flammes d'une guerre civile d'une sauvagerie inouïe. Les rouges de Lénine affrontaient les armées blanches fidèles au vieux régime dans un corps à corps qui laissait des provinces entières exsangues. À l'est, un acteur imprévu accélérait le tempo du drame. La Légion tchécoslovaque, une armée de rescapés d'une efficacité militaire redoutable, fonçait sur Ekaterinbourg, balayant les lignes, bolcheviques sur son passage. C'était une course contre la montre dont les Romanov ignoraient jusqu'à l'existence. À Moscou, le Kremlin hésitait. Lénine balançait entre l'organisation d'un grand procès public théâtral, destiné à exposer les crimes du tsarisme devant le prolétariat mondial,
et une exécution sommaire, propre, rapide, qui réglerait définitivement la question dynastique sans créer de martyrs encombrants. L'avancée foudroyante des contre-révolutionnaires tranche le débat. Le Soviet des Ourals reçut des instructions chiffrées. L'ordre venait-il directement du bureau de Lénine ou d'une initiative locale paniquée? Le débat d'historiens reste ouvert, mais le résultat fut immédiat. Au milieu du mois de juillet, un homme nouveau franchit le seuil de la maison Ipatiev. Yakov Jourovski, un bolchevique de la première heure, froid, méthodique, ancien horloger habitué à la précision des rouages mécaniques et ancien photographe habitué à figer la mort sur le papier. Sa nomination changea instantanément la donne. Il commença par limoger les gardiens trop complaisants pour les remplacer par des tueurs idéologiques éprouvés. Il dressa l'inventaire minutieux des derniers bijoux de la famille, fouilla chaque recoin de la bâtisse et finit par désigner l'outil parfait de son crime. Une pièce en sous-sol, semi-enterrée, aux murs de briques épais, idéal pour étouffer le fracas des détonations à venir. Le salut n'était pourtant qu'à une poignée de kilomètres. Les avant-gardes de l'armée blanche se trouvaient à moins d'une semaine de marche d'Ekaterinbourg. Si Jourovski avait hésité 48 heures de plus, si la logistique de la contre-révolution panique avait été plus véloce, le destin de la famille impériale aurait bifurqué vers d'autres horizons. Mais la fatalité n'obéit pas aux regrets des hommes, elle se nourrit de faits bruts. La nuit du 16 juillet 1918, Jourovski rassembla ses tirailleurs dans la cour et prononça cette phrase laconique. « Ce soir, nous en finissons. » Il était 23 heures. Dans leur lit de camp, les Romanov dormaient du sommeil lourd des condamnés. La chaleur de l'été sibérien était devenue une torture physique. Les fenêtres scellées et peintes en blanc emprisonnaient une atmosphère suffocante, le thermomètre affichant plus de 30 degrés Celsius dans les chambres hautes. Alexei, affaibli par une nouvelle crise hémorragique survenue quelques jours plus tôt, flottait dans un délire fiévreux, son visage d'adolescent affichant les traits tirés d'un vieillard prématuré. Le petit chien Jimmy était couché en boule aux pieds d'Anastasia, fidèle gardien d'une agonie silencieuse. Au loin, le sol vibrait sous les coups sourds de l'artillerie blanche. Moins de 100 km les séparaient de la liberté. Dans son bureau, Jourovski réglait les derniers détails de la tuerie avec une méticuleuse précision d'artisan. L'emplacement exact de chaque tireur, l'ordre d'exécution pour éviter les balles perdues, la logistique des camions pour évacuer la chair humaine, la destruction chimique des corps au vitriol. Il avait pensé à chaque variable, planifié chaque seconde. Il avait tout prévu, sauf la fortune secrète cousue sous les tissus. À 1h30 du matin, le 17 juillet, les pas lourds des bottes résonnèrent dans l'escalier de bois. Jourovski réveilla le docteur Botkin, lui intimant l'ordre de rassembler ses patients sans aucun délai. Le prétexte était rodé. Des émeutes saturaient le centre-ville, les troupes ennemies approchaient et la sécurité de la famille exigeait leur transfert immédiat dans le sous-sol de la demeure. Botkin comprit l'imposture, mais la discipline du désespoir l'emporta. Il réveilla les Romanov. La toilette se fait dans un calme spectral. Nicolas II prit son fils infirme dans ses bras. Alexandra réclama ses oreillers pour soutenir son corps brisé par la sciatique. Les grandes duchesses ajustèrent leurs cheveux devant la glace. Un ultime réflexe de coquetterie face au néant. Anastasia descendit les marches sombres, serrant contre sa poitrine son petit épagnol Jimmy et un oreiller de plume. Des diamants impériaux y étaient-ils dissimulés pour financer leur fuite, comme le soutiendront les enquêteurs? Ou cherchait-elle simplement un confort dérisoire contre la fraîcheur des pierres du sous-sol? Ce détail infime prend une dimension proprement insoutenable lorsque l'on sait ce qui l'attendait au bas des marches. Une adolescente de 17 ans marchant vers son peloton d'exécution, son chien sous le bras et son oreiller sur le cœur, comme si elle s'apprêtait simplement à passer la nuit chez une amie de son âge. Le sous-sol de la maison Ipatiev attendait, baigné dans une pénombre fétide. Les murs de briques épais, choisis par l'ancien horloger pour leur capacité à étouffer les cris, s'apprêtaient à absorber le sang de la dernière lignée sacrée de Russie. La fenêtre à la chose écaillée, qui avait offert à Anastasia son ultime fragment d'azur, restait là-haut, muette et close, abandonnée à la nuit noire d'Ekaterinbourg. Elle demeurerait le témoin silencieux de cette heure zéro, où le rire d'une enfant s'éteignit à jamais, laissant l'humanité face à une interrogation glaçante. Combien de diamants faut-il coudre sous le lin pour protéger une princesse de la fureur des hommes? La réponse, gravée dans le plomb et le vitriol, entrera le siècle à venir.
rappelant que les empires les plus absolus finissent toujours par s'effacer dans le silence d'une cave oubliée. Le sous-sol de la maison Ipatiev n'est qu'un cube de pierre crasseux de 20 mètres carrés. Une cellule d'une exiguïté étouffante où l'air semble manquer avant même que le drame ne commence. Les murs de chaux, suintant d'une humidité glaciale, se referment sur 11 destins condamnés par la fureur de l'histoire. Il n'y a aucun meuble dans cette pièce sinistre, à l'exception de 2 chaises misérables apportées à la hâte pour la tsarine Alexandra, dont le corps est perclus de douleurs chroniques, et pour le jeune tsarévitch Alexei, dont les articulations sont gorgées d'un sang qui refuse de coaguler. On leur a ordonné de se placer comme pour une photographie de groupe, une dernière mise en scène grotesque imaginée par leur geôlier pour maintenir l'illusion d'une simple formalité administrative, jusqu'au bout. La disposition des corps est d'une raideur macabre. Nicolas II se tient droit au centre, protecteur mais désarmé, son fils unique assis à ses côtés. À gauche, Alexandra trône sur son siège de fortune avec une dignité spectrale, s'accrochant à son rang alors que le sol se dérobe. Derrière eux, alignés comme des poupées de porcelaine condamnées, les 4 grandes duchesses forment une barrière de soie et de jeunesse éphémère. Le docteur Botkin se tient fidèle au flanc du souverain déchu, incarnant la déontologie jusqu'à la mort. En arrière-plan, 3 serviteurs complètent ce tableau de la dévotion absolue. Le cuisinier Ivan Karitonov, le laquais Aloïs Troup et la femme de chambre Anna Demidova, qui serre désespérément contre sa poitrine 2 oreillers de plumes. 11 cibles immobiles. On leur a promis un cliché pour la postérité, ils attendent le déclic de l'objectif, mais ce qui s'avance dans l'ombre n'a rien d'une lentille photographique. Yakov Jourovski brise le silence de mort en franchissant le seuil de la pièce, suivi de près par 11 hommes de main au visage fermé, les doigts crispés sur la détente de leur revolver nagante. La distance qui le sépare du tsar est dérisoire, moins de 2 mètres, l'espace d'un dernier soupir. De la poche de sa veste militaire, il extrait un papier froissé, le décret bureaucratique de la mort. Sa voix résonne, blanche, mécanique, dénuée de la moindre inflexion humaine. Nicolas Alexandrovitch, en vue du fait que vos proches en Europe poursuivent leur offensive contre la Russie soviétique, le comité exécutif du Soviet des Ourals a décidé de vous fusiller. Le tsar se retourne vers les siens, le regard suspendu dans un vide sidéral, les yeux écarquillés par une incrédulité totale. Ces dernières paroles, les ultimes mots du souverain de toutes les Russies, se résument à un double balbutiement incrédule. Quoi ? Il n'aura pas le temps d'obtenir une réponse. Jourovski lève son arme et lui loge une balle en plein cœur à bout portant. La tragédie bascule instantanément dans une boucherie industrielle que les bourreaux eux-mêmes peineront à rationaliser dans leurs rapports confidentiels. Le peloton d'exécution fait feu de manière simultanée dans cet espace confiné, où la mort ricoche d'un mur à l'autre. Le fracas des détonations est assourdissant, brisant les tympans des victimes et de leurs assassins. En quelques secondes, la fumée noire de la poudre sature la pièce d'une opacité telle qu'on ne distingue plus rien à 1 mètre de distance. Le sous-sol devient une forge infernale où les cris d'agonie se mêlent au tonnerre incessant des armes de poing. L'odeur âcre du soufre, de la chair brûlée et du sang chaud rend l'atmosphère totalement irrespirable pour les survivants. C'est un chaos de trajectoires mortelles. Les balles frappent les briques, le sol, mais elles rebondissent aussi sur un obstacle imprévu. Les millions de roubles en diamants et pierres précieuses cousues en secret dans les doublures des robes des princesses. Les trésors accumulés de l'Empire se transforment en gilets pare-balles artisanaux, renvoyant le plomb vers les tireurs paniqués qui craignent d'être tués par leurs propres projectiles de ricochet. Avant de découvrir l'horreur psychologique et les secrets d'État qui se cachaient derrière ces sourires de façade, et de comprendre comment cette lignée a couru à sa propre perte, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces récits maudits. Le feu cesse enfin, mais le silence qui s'installe révèle une réalité plus atroce encore. La fumée se dissipe avec une lenteur calculée, dévoilant un tapis de corps désarticulés, mais le massacre est incomplet. Plusieurs voix gémissent encore dans les ténèbres de la cave. Alexei rampe sur le sol poisseux, baigné dans le sang de son père. Les tueurs se jettent sur lui tirant plusieurs balles dans le corps. Jourovski notera mais tard, avec une horreur mystique, que l'adolescent semblait refuser de mourir, comme si son organisme, habitué depuis la naissance à lutter contre les assauts de l'hémophilie, s'était forgé une résistance surhumaine à la destruction biologique. Une dernière balle dans la tempe vient achever le calvaire du dernier héritier de la couronne. À côté de lui,
Anna Demidova se défend avec l'énergie du désespoir, utilisant ses oreillers bourrés de joyaux impériaux comme un bouclier dérisoire. Les balles s'y écrasent sans la percer immédiatement. Les soldats abandonnent alors les armes à feu pour la baïonnette, la lardant de coups d'acier jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Tatiana et Maria, blessées mais respirant toujours, sont achevées à leur tour, exécutées d'une balle dans la tête et transpercées par les lames acérées. Il ne reste plus qu'elle. Anastasia est acculée contre le mur du fond, terrifiée, hébétée, couverte des fluides de sa fratrie. Les diamants de son corset ont dévié les premiers projectiles, la laissant vivante au milieu des cadavres. Elle se recroqueville dans un angle, protégeant son visage de ses bras nus, une enfant de 17 ans face à la fureur prolétarienne. Un garde s'avance et lui enfonce sa baïonnette dans la poitrine, mais l'acier glisse à nouveau sur les pierres précieuses cachées sous l'étoffe. Un autre tueur prend le relais et frappe le crâne de la jeune fille à grands coups de crosse de fusil. Anastasia hurle. Un cri strident, inhumain, qui hantera les nuits des membres du peloton jusqu'à leur dernier souffle, s'invitant dans leurs cauchemars pendant des décennies. Elle fut, selon les dépositions, la dernière des 11 âmes à cesser de respirer dans cette cave sans fin. L'Empire était mort, mais le nettoyage des preuves ne faisait que commencer. Les corps sont évacués à la hâte sur des brancards de fortune et jetés à l'arrière d'un camion militaire qui s'enfonce dans la nuit vers la forêt de Koptiaki. À 20 km de là, les chemins de terre, détrempés, cèdent sous le poids du véhicule, ouvrant de larges plaies de boue dans la taïga sibérienne. Sur place, l'équipe de Jourovski dépouille les cadavres avec la froide efficacité de pilleurs de tombes, découvrant la fortune dissimulée sous le lin. Les pierres sont confisquées pour le compte du nouveau pouvoir. On tente d'abord de brûler la chair à l'aide de bidons d'essence, mais le corps humain résiste aux flammes improvisées. On verse alors de l'acide sulfurique sur les visages pour dissoudre les traits et rendre toute identification impossible. 9 corps sont jetés dans une fosse commune, dissimulés sous des traverses de chemin de fer et recouverts de terre grasse. 2 autres dépouilles, celles d'Alexei et de Maria, sont enterrées à l'écart, dans un trou séparé de quelques mètres pour fausser les calculs des futurs enquêteurs. La logistique de l'oubli est en marche, mais elle repose sur un mensonge qui va ébranler le siècle. Le lendemain, le Kremlin publie un communiqué laconique, froid comme une sentence de tribunal. Nicolas II a été exécuté. Pour le reste de la famille, le régime soviétique affirme qu'ils ont été transférés dans un lieu sûr, à l'abri de la contre-révolution. Cette ambiguïté calculée, ce mensonge d'État destiné à ne pas s'aliéner les diplomaties occidentales, va perdurer des années en Russie. L'URSS efface les enfants et la tsarine des registres officiels, les transformant en fantômes administratifs. C'est précisément dans cette brèche, dans ce vide de vérité, que va germer l'un des mythes les plus tenaces et les plus fascinants de l'ère moderne, la survie d'Anastasia. La rumeur se répand dans une Europe traumatisée par la guerre. On murmure qu'un soldat pris de pitié aurait extrait la plus jeune des filles du tas de cadavres. On raconte que la cuirasse de diamant l'a préservée du peloton. Les exilés russes, survivants de l'aristocratie regroupée à Paris, Berlin ou New York, s'agrippent à cette fable comme des naufragés à une bouée de sauvetage. Si Anastasia est vivante, leur monde n'est pas tout à fait mort. L'illusion devient leur seule patrie. En février 1920, 2 ans après le massacre, une ombre se jette dans les eaux glacées du canal de la Landwehr à Berlin. Une tentative de suicide ratée. La jeune femme repêchée ne possède aucun papier d'identité, aucune histoire, aucun nom. Elle s'enferme dans un mutisme total pendant des mois au sein d'un asile psychiatrique allemand. Puis, le silence se brise. Elle murmure une confession extraordinaire. Elle prétend être la grande-duchesse Anastasia Romanov. Elle raconte le garde Salvateur, la fuite à travers la Roumanie, l'exil secret en Allemagne. Elle prend le nom d'Anna Anderson. Pendant les 60 années qui suivent, cette femme va couper l'opinion mondiale en 2 camps fanatiques. D'un côté, ceux qui croient voir en elle la princesse ressuscitée, fascinés par ses manières, ses yeux bleus et ses souvenirs intimes du palais. De l'autre, ceux qui dénoncent une imposture grotesque et sacrilège. Les survivants de la dynastie traversent l'Europe pour la confronter. Certains l'embrassent en pleurant, d'autres la rejettent avec une haine farouche. Le mystère s'installe à la table des tribunaux. L'affaire Anna Anderson devient le feuilleton judiciaire le plus long de l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. Durant plus de 3 décennies, les cours de Hambourg voient défiler un cortège surréaliste d'avocats, de graphologues, de médecins légistes et de courtisans d'un autre temps.
Les partisans de la cause énumèrent des coïncidences troublantes. Des cicatrices podologiques correspondant exactement à une malformation documentée chez la grande-duchesse. Une connaissance chirurgicale des secrets d'alcôve de Tsarskoïe Selo et cette façon unique d'incliner la tête qui glaçait le sang des anciens proches des Romanov. Les détracteurs, eux, soulignent un fait impardonnable. Elle ne parle pas un mot de russe. Elle est identifiée par la police comme Franciszka Chanskowska, une simple ouvrière polonaise disparue des radars. Incapable de trancher entre la folie et le miracle, la justice allemande prononce un non-lieu historique, un match nul qui laisse le mythe intact pour le reste du siècle. La vérité, lorsqu'elle éclate enfin grâce au progrès de la science médico-légale et des analyses génétiques de l'ADN, s'avère d'une cruauté presque poétique. Anna Anderson n'était pas Anastasia. Son véritable nom était bien Franciszka Chanskowska, une fille de paysans polonais broyés par la machine industrielle de la Grande Guerre. Employée dans une usine de munitions, elle avait été grièvement blessée par l'explosion accidentelle d'une grenade, son corps restant criblé d'éclats et de cicatrices profondes. Des blessures de guerre qu'elle allait, par un délire psychologique fascinant, réinterpréter comme les stigmates des baïonnettes bolcheviques d'Ekaterinbourg. Elle n'était pas une escroqueuse cynique, calculant ses gains, mais une femme brisée, une âme vacante qui avait habité le costume d'une autre pour échapper à sa propre misère. La science a fini par vider le sous-sol de la maison Ipatiev de ses derniers secrets, contenant que la chaux et le plomb n'avaient laissé aucun survivant. Le cube de 20 mètres carrés a rendu son verdict final, effaçant le spectre d'Anna Anderson pour restituer à Anastasia sa véritable et tragique fin. Les murs de briques ont cessé de parler, mais l'écho de ce cri de 17 ans résonne encore dans la mémoire des hommes, nous rappelant que l'humanité préférera toujours le mensonge romanesque d'une Stresnay, princesse survivante à la réalité froide d'une enfant massacrée pour les péchés de son sang. Un témoin silencieux qui nous enseigne que les fantômes les plus tenaces ne sont pas ceux qui hantent les châteaux, mais ceux que notre propre besoin d'espoir refuse de laisser mourir. En refermant les registres de cette dynastie maudite, l'histoire contemple le vide laissé par les diamants de la couronne, des pierres éternelles qui n'ont servi qu'à prolonger de quelques minutes l'agonie de la dernière grande duchesse de Russie. Un épilogue de terre et d'acide qui scelle à jamais le destin des Romanov dans la nuit sibérienne. Le mystère s'éteint, mais la légende reste gravée dans le plomb, nous laissant face à la fragilité des empires devant l'implacable marche du temps. Les rapports psychiatriques modernes grattent le vernis du mythe pour révéler une vérité clinique bien plus sordide. L'effroyable imposture d'Anna Anderson n'était pas le fruit d'un calcul machiavélique, mais le refuge d'une psyché totalement pulvérisée par le traumatisme. Cette femme souffrait d'un trouble dissociatif de la personnalité sévère. Elle a trouvé dans le costume impérial d'Anastasia une identité de secours, un abri psychologique infiniment plus supportable que le cadavre de sa propre existence. Sa véritable vie n'était qu'un inventaire de misère crasse, de privation et d'humiliation quotidienne. C'était le destin d'une ouvrière agricole polonaise, Franciszka Chanskowska, jetée dans l'enfer des usines d'armement prussiennes pendant la Grande Guerre. Une explosion accidentelle de grenade lui avait arraché la chair, la laissant défigurée, le corps labouré par les éclats de métal et l'esprit colonisé par la folie. Ajoutez à cela la solitude absolue d'une immigrée sans repère dans le Berlin apocalyptique de l'après-guerre. Un asile de béton où les corps se vendaient pour un morceau de pain noir rassis. Face à ce néant, devenir Anastasia Romanov représentait l'ultime salut. C'était s'approprier un nom qui faisait trembler les chancelleries, une trajectoire qui fascinait les salons bourgeois, un visage que l'humanité entière réclamera pendant des décennies. Et si des millions d'individus ont choisi de sombrer corps et âme dans cette illusion, ce n'est pas parce que les preuves juridiques étaient irréfutables. C'est parce que le monde avait un besoin viscéral, presque maladif, de croire que le script de cette nuit de juillet 1918 pouvait être réécrit. L'opinion publique refusait d'accepter que le rire de cette adolescente se soit éteint sous les balles et la chaux dans une cave d'Ekaterinbourg. On préférait la folie d'une survivante à la réalité d'un massacre. On voulait imaginer qu'en quelques coins secrets de l'Europe, le tourbillon de vie continuait de narguer la tragédie, laissant planer un doute insensé sur le verdict du sous-sol. Anna Anderson s'est éteinte en 1984 à Charlottesville, en Virginie, sur le sol américain, sans avoir jamais renoncé à son mensonge sacré. Elle a emporté son histoire dans la tombe, que ce fût une folie clinique ou une intime conviction.
Pour effacer définitivement les traces d'une possible imposture, sa dépouille fut immédiatement incinérée. Les cendres dispersées interdisaient à jamais toute exhumation pour des analyses d'ADN conventionnelles. Les partisans de la fraude pensaient avoir gagné la partie contre l'histoire, mais la science possède une patience de médecin légiste. 10 ans plus tard, en 1994, les chercheurs ont exhumé un échantillon de tissu intestinal, conservé par miracle dans les archives d'un hôpital de Virginie à la suite d'une ancienne intervention chirurgicale subie par la vieille femme. Le verdict des molécules tomba avec la froideur d'une guillotine. Anna Anderson n'avait pas une seule goutte de sang Romanov dans les veines. Son ADN mitochondrial correspondait parfaitement à celui de la famille de Franziska Chanskowska. Le plus grand mensonge du XXe siècle venait de s'effondrer sous les néons d'un laboratoire de génétique. Pourtant, la terre de Sibérie n'avait pas encore livré toutes ses armes. En 1991, alors que le colosse soviétique s'écroule dans le chaos politique, les secrets d'État les plus sombres remontent enfin à la surface. Une équipe de chercheurs force le coffre-fort de la forêt de Koptiaki, ouvrant la fosse commune dissimulée depuis 3/4 de siècle sous des traverses de chemins de fer vermoulus et de la terre. Grâce. Après des décennies de mutisme imposées par la terreur du KGB, le sol restitue 9 squelettes anonymes. Les analyses génétiques menées en Grande-Bretagne et aux États-Unis confirment l'effroyable inventaire. Ce sont les restes de Nicolas II, de la tsarine Alexandra, de 3 de leurs filles et de leurs 4 serviteurs sacrificiels. La vérité arithmétique détruisait le roman, mais la mort aime jouer avec les nerfs des hommes. 2 corps manquaient à l'appel. Les restes du tsarevitch Alexei et de l'une des sœurs restaient introuvables dans cette sépulture de fortune. Cette absence biologique fut une bouffée d'oxygène pour les marchands d'illusions. Et si une princesse avait réellement échappé aux baïonnettes? Si le conte de fées possédait, après tout, un épilogue heureux? L'espoir insensé dura 16 années supplémentaires. En 2007, un groupe d'archéologues amateurs armés de détecteurs de métaux fouilla les asbords immédiats de la fosse principale. Sous les racines d'épines sibériens, ils mirent au jour une seconde fosse, plus étroite, plus secrète encore. Elle abritait les ossements calcinés de 2 adolescents. Pour écarter le moindre soupçon de manipulation politique ou de falsification, 3 laboratoires indépendants situés aux États-Unis, en Autriche et en Russie, furent mobilisés pour croiser les données. Le verdict fut sans appel. Les restes appartenaient bien à Alexei et à sa sœur manquante. Les experts universitaires se déchirent encore pour savoir si le squelette féminin est celui de Maria ou d'Anastasia, se livrant à des batailles d'experts sur l'usure dentaire et la longueur des fémurs. Mais la conclusion politique est définitive. Les 7 Romanov sont désormais comptabilisés. Aucun enfant n'a survécu à la nuit du 17 juillet 1918. Le mythe d'Anastasia n'était qu'un mensonge lénifiant que l'humanité s'était raconté pour ne pas regarder en face la monstruosité de la cave. En l'an 2000, l'Église orthodoxe russe a choisi de sacraliser cette tragédie en canonisant les 7 membres de la famille impériale comme saints martyrs. Ils furent élevés au rang de passionnaires, des êtres ayant accepté leur calvaire sans haine et sans résistance, calquant leur agonie sur celle du Christ. La maison Ipatiev, quant à elle, n'existait plus. En 1977, un certain Rhys Elsin, alors premier secrétaire du Parti communiste de la région, avait ordonné sa démolition intégrale au bulldozer, terrifié à l'idée que ces murs ne deviennent un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du tsarisme. C'était une tentative naïve d'effacer le crime par l'urbanisme. Sur les ruines de cette bâtisse rasée s'élève aujourd'hui la gigantesque église sur le sang versé, un temple aux bulbes dorés qui brille sous le soleil des Ourals comme une plaie ouverte et lumineuse. Chaque 17 juillet, une marée humaine de milliers de fidèles entame une procession nocturne de 20 km, marchant dans les pas exacts du camion qui transportait la chair sanglante des Romanov vers la taïga. Ils avancent en silence, des cierges allumés à la main, leurs prières s'élevant vers la nuit sibérienne. Parmi la foule, un détail frappe l'observateur. Les pèlerins ne brandissent pas le portrait du tsar ou de la tsarine, mais le visage d'Anastasia. Elle est devenue l'icône de tous les innocents que la machine de l'histoire broie sans le moindre remords. Dans la Russie contemporaine, la mémoire des Romanov reste un champ de bataille de la propagande idéologique. Pour les nationalistes, ce sont des saints qui incarnaient la pureté mystique de la vieille Russie. Pour d'autres, ils demeurent les symboles méprisables d'un système autocratique féroce qui condamnait des millions de moudjiks à l'analphabétisme et à la misère. La vérité historique
est bien plus complexe que ces deux caricatures politiques. Nicolas II fut un père aimant, mais un chef d'État catastrophique, sourd aux souffrances de son peuple. Alexandra fut une mère dévouée, mais une conseillère politique toxique, inféodée à un charlatan. Et Anastasia ne fut qu'une enfant dont l'unique faute fut de naître au mauvais endroit, au mauvais moment, payant de sa vie des erreurs de calcul qui ne lui appartenaient pas. Son héritage a pourtant dépassé les querelles de clochers pour coloniser la culture de masse planétaire. Le film d'animation de 1997 en a fait un classique de l'enfance, modifiant l'horreur pour offrir une fin heureuse à des millions de spectateurs. Broadway en a tiré un musical triomphant qui remplit les théâtres soir après soir. Des romans, des jeux vidéo, des documentaires exploitent son nom aux quatre coins du globe. De toutes les tragédies du siècle passé, la sienne est celle qui s'est le plus profondément incrustée dans l'inconscient collectif. Ce n'est ni la plus sanglante, ni la plus décisive sur le plan géopolitique, mais elle possède une force dramatique universelle. Une héroïne à laquelle il est impossible de ne pas s'identifier. Anastasia n'aspirait à aucune gloire militaire. Elle n'était pas une militante, elle voulait simplement vivre, rire et faire sauter les verrous du protocole. C'est cette humanité brute, sans filtre, qui la rend éternelle. Pourquoi cette gamine de 17 ans fascine-t-elle l'humanité plus que son père qui régnait sur 180 millions d'âmes, plus que sa mère à la beauté spectrale, ou que le petit Alexei dont la maladie a fait basculer le destin de la Russie? Parce qu'Anastasia n'incarnait ni la puissance financière, ni la légitimité dynastique. Elle incarnait la vie à l'état pur. Elle était l'insolence joyeuse au milieu de la morgue impériale, la farce au cœur du sanctuaire, la désobéissance radieuse face à la soumission aveugle. Penser aux Romanov évoque l'or, les diadèmes et le sang. Penser à Anastasia évoque une adolescente qui tire la langue devant un objectif photographique. Une fille qui forçait les mourants à sourire alors que son propre monde s'effondrait comme un château de sable sous la marée révolutionnaire. C'est cette lumière brisée qui nous hante, car nous possédons tous dans nos vies une telle étincelle, un être capable de transmuter la douleur en éclats de rire. L'idée que cette force de vie puisse être écrasée de manière si stupide et si définitive est une abomination que l'esprit humain refuse d'assimiler. Le mythe de sa survie n'a pas duré un siècle par manque de rigueur scientifique, mais parce que la vérité pure était insoutenable pour notre propre sensibilité. Parmi les effets personnels saisis par les enquêteurs dans les décombres de la maison Ipatiev, figurait un témoin silencieux de cette agonie feutrée. Un petit carnet de notes usé appartenant à la jeune fille. Entre deux exercices de vocabulaire anglais et des croquis enfantins, Anastasia y avait recopié une phrase anonyme, tirée d'un ouvrage dont le titre s'est définitivement perdu dans l'oubli. On ignore si elle l'avait choisi pour parfaire sa calligraphie ou parce que ces mots résonnaient avec sa propre solitude de captive. La ligne disait ceci: « Dors chérie, et quand tu te réveilleras, le monde sera meilleur. » Anastasia s'est endormie au milieu des détonations et de la fumée de la poudre à 2 heures du matin, ce 17 juillet 1918. Et depuis cette nuit tragique, le monde n'est pas devenu meilleur. Il s'est simplement montré un peu plus conscient de la beauté qu'il venait de détruire. Sa trajectoire nous rappelle une vérité cruelle que nous préférerions ignorer. L'innocence ne protège de rien. Le rire n'est pas un gilet pare-balles et le sang des innocents est toujours la monnaie d'échange des révolutions. Les empires ne s'effondrent jamais dans le calme des salons, ils s'écrasent sur la tête de ceux qui n'ont rien demandé. Le pouvoir absolu ne liquide pas seulement ceux qui le détiennent, il maudit leur descendance. Mais ce carnet nous lègue aussi une leçon plus lumineuse, un acte de résistance suprême. Même dans les ténèbres les plus épaisses d'un sous-sol sans fenêtre, l'esprit humain conserve le pouvoir d'opposer son propre sourire à la cruauté des bourreaux. Un siècle après le carnage, le rire d'Anastasia résonne encore comme un défi jeté au néant. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous conservé cette joie féroce alors que l'univers entier vous tournait le dos? Auriez-vous continué à distribuer de la lumière quand tout commandait de capituler? Ou auriez-vous plié les genoux bien avant, comme l'aurait fait l'immense majorité des hommes? La réponse à cette question dessine les contours exacts de votre propre âme. Dans notre prochain récit, nous explorerons la vie d'une autre figure historique qui, elle aussi, eut le monde à ses pieds avant d'être broyée par sa propre couronne. Mais contrairement à la jeune Anastasia, cette personne eut le privilège de choisir son destin, et elle choisit délibérément le chemin le plus obscur. Son nom demeure un secret que vous découvrirez très bientôt.